la TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les députés à l'ouvrage à l'Assemblée nationale ce mardi, 3 tests à l'étude, tous votés à l'unanimité. En toile de fond, la sécurité. La santé, trop chère parfois et du coup beaucoup n'y ont pas accès. Que faire donc pour faciliter l'accès aux soins pour tous? Les discussions sont engagées à Lomé depuis ce matin. Et puis l'ambassade des États-Unis à Lomé est prête à améliorer les conditions de vie des communautés. 17 projets vont être financés et l'accord signé ce mardi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le 20h. La sécurité et la sûreté des passagers et des biens à bord des aéronefs au Togo renforcée davantage. Les députés ont voté ce mardi les tests de loi relatifs, 3 tests en tout qui ont recueilli leur assentiment, leur approbation et à l'unanimité. Augustin Kossi. 3 textes, 3 mesures législatives pour la sécurité et sûreté de l'aviation civile au Togo. Le premier dit d'accord de Montréal traite des infractions et autres actes commis à bord des aéronefs. Le second marque l'adhésion du Togo à la constitution de la Commission africaine de l'aviation civile. Le dernier, relatif au service de transport aérien, promeut un système performant axé sur la concurrence entre les compagnies aériennes. Il est conclu entre les gouvernements du Togo et du Royaume d'Arabie Saoudite. Et dans ces 3 textes, il y avait la ratification de la constitution de la CAFAC. La CAFAC, vous savez, il y a 54 États et au jour d'aujourd'hui, il n'y a que 11 ratifications. Et le chef de l'État, champion du État, le pays, le Togo n'a pas ratifié. Donc aujourd'hui, ce serait le 12e État. En ce moment où on est en train de parler du terrorisme, il y a certains passagers qui vraiment ont des comportements qui laissent à désirer. Alors il y a cette convention de Tokyo qui exige vraiment que des actes soient pris pour décourager cela. Et vous savez, l'avion, on n'a pas de parking en l'air. Une fois qu'on décolle, il faut arriver à bon port. Les passagers aussi sont des fois victimes par des compagnies qui ont du retard, qui annulent des vols sans prévenir. Donc tout ça, ça rentre dedans pour qu'on puisse obliger les compagnies à respecter aussi le droit du passager. Avec ces accords, il y a beaucoup de facilitation pour le transport. Les avions qui vont transporter sont sécurisés parce que c'est nous qui assurons l'agrément. Et sur les lieux là-bas, ils sont bien accueillis. La sécurité des passagers ainsi que celle des biens à bord des aéronefs ont donc un prix. Et à l'unanimité, les élus du peuple ont voté favorablement à la ratification des 3 accords. Pour le commissaire du gouvernement, il y va de l'engagement du Togo à jouer sa partition dans le marché unique du transport aérien africain. La ratification de ces tests, à l'unanimité même des députés présents, arrive à point nommé. Car, comme nous le savons tous, le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, étant désigné champion du marché unique du transport aérien africain par ses pairs, il est notamment indispensable que notre pays se pose comme exemple, je voudrais dire même comme modèle, dans la mise en place des instruments juridiques nécessaires à l'opérationnalisation de ce marché unique. En effet, notre pays étant dans le peloton de tête des meilleurs systèmes de l'aviation civile en Afrique, nous nous devons de continuer nos efforts en vue de maintenir notre leadership en Afrique. Avec ce leadership, le Togo s'ouvre de plus en plus à d'autres compagnies aériennes avec une diversité de passagers, ce qui conforte sa position en matière de sécurité aérienne en Afrique. La présidente du Parlement, Tchega Yawadjigbodi, salue le vote de ces lois qui répondent aux exigences de l'heure. Le Togo, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, est en constante évolution. Dans ce sens, l'adaptation de notre législation aux standards internationaux s'impose à nous si nous voulons rendre notre pays attractif,
ceci en lien avec l'axe 1 du Plan national de développement PND 2018-2022, qui est de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. À l'évidence, l'ensemble de ces textes va surtout faciliter l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien en Afrique, piloté par le chef de l'État, son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, désigné champion du marché unique du transport aérien en Afrique par ses pairs. C'est pourquoi je me félicite que les enjeux de ces 3 autorisations qui nous étaient demandées à ce jour n'aient échappé à aucun des acteurs que nous sommes. J'adresse donc mes chaleureux compliments à l'ensemble de la représentation nationale et particulièrement à la Commission des relations extérieures et de la coopération pour le travail accompli. J'adresse également mes sincères remerciements à Madame le commissaire du gouvernement, ministre des Transports et des Infrastructures, et à ses collaborateurs dont l'accompagnement et les contributions nous ont été très bénéfiques. Ces contributions vont être également bénéfiques à la libéralisation du trafic aérien, au développement du tourisme et à la croissance des flux commerciaux au Togo. Et voilà, les députés qui se retrouvent jeudi prochain pour une nouvelle séance. Ce sera la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Jeudi donc, 3 octobre à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Ça s'accélère au MCC Togo. Le Millennium Challenge Account, bientôt une unité d'exécution sera créée. Pourquoi et pourquoi faire? Les explications de Douaré. Le Togo passe à l'étape supérieure dans la mise en œuvre du programme Seuil du Millennium Challenge Corporation MCC. Après son éligibilité à ce programme et l'appui financier de 35 millions d'euros reçus, le Togo veut créer une unité pour mieux exécuter le programme. Un programme qui, dans ses composantes, vise à améliorer l'accès des citoyens à des services technologiques de haute qualité et abordables, encourager les investissements dans le secteur privé, élargir les terres formaliser et protéger les droits fonciers légitimes dans 5 zones pilotes du pays. La mise en place d'une unité d'exécution du Millennium Challenge Account devra donc favoriser une mise en œuvre efficace et efficiente du programme Seuil, notamment la bonne gestion des fonds octroyés et l'exécution dans le délai requis du projet. Les domaines à financer sont très significatifs pour le MCC au regard de ses ambitions tournées vers la bonne gouvernance, l'investissement dans le capital humain et la liberté économique. Le Togo doit son éligibilité au programme Seuil grâce aux réformes structurelles et structurantes mises en œuvre sous la houlette du chef de l'État dans les secteurs stratégiques comme les infrastructures, la lutte contre la corruption, l'amélioration du climat des affaires, la modernisation de la justice, entre autres. Le Togo a donc validé 14 indicateurs sur 20 et passe en 2e place en Afrique de l'Ouest, derrière le Sénégal, après le classement du MCC en 2018. Aujourd'hui, la cellule MCA, coordonnée par Stanislas Baba, nourrit l'espoir d'une éligibilité au programme Compact pour recevoir de grands investissements de cette agence gouvernementale américaine qui travaille à réduire la pauvreté mondiale par la croissance économique. Une ambition presque atteinte à voir les performances qui font du Togo un modèle dans la sous-région. Les populations de l'espace Yemoa, bientôt mieux logées. Promesse en tout cas de la conférence sur la promotion de l'habitat et la croissance économique. Les travaux ont pris fin ce mardi à Lomé. Comment compte-t-il désormais garantir des logements décents aux populations? Les précisions Guillaume Ekpakou et Kouissala. La rencontre de Lomé aura balisé la voie à ses experts pour la mise en place d'une politique régionale de promotion de l'habitat et la croissance économique. Ceci pour mieux répondre aux besoins des populations en matière de logement. À l'issue des travaux, des leçons ont été apprises et devront être traduites dans les programmes de développement des pays représentés à ce rendez-vous. Nous avons établi très clairement que les politiques de promotion de l'habitat font de pair avec la croissance économique. Les politiques les plus actives de promotion de l'habitat ont un impact positif sur la création d'emplois,
un impact positif sur la mobilisation de ressources fiscales et permettre aux États de limiter leur endettement, particulièrement leur endettement vis-à-vis de l'extérieur. Le second point, c'est le caractère imaginatif et la résolution des pouvoirs publics dans les pays de l'Union aujourd'hui pour améliorer les délais de délivrance des titres fonciers, donc tout ce qui a trait à l'immatriculation foncière, la prise d'hypothèque, des réformes fiscales et parafiscales, où nous avons pu entendre les ministres partager les expériences nationales. C'était un grand moment de cette conférence. Dans la zone UEMOA, de plus en plus de prêts immobiliers se font avec de faibles taux d'intérêt pour permettre aux populations de disposer de logements décents. Au Togo, la dynamique est en marche et met le pays sur la bonne voie. Il faut donc maintenir le cap. Le ministre en charge de l'habitat rassure. Aujourd'hui, il y a eu une facilitation en la matière. Obtenir le titre foncier et surtout le permis de construire était la croix et la bannière. Et nous pensons qu'en facilitant l'obtention de ces deux documents, ça va rassurer les banques à accompagner les acquéreurs qui sont les emprunteurs pour pouvoir bien sûr réaliser leur construction. Dans l'intervention même du directeur général de la Caisse, il a fait mention de l'utilisation des produits locaux. Ça va baisser encore les coûts de revient des constructions et on aura moins recours à l'extérieur pour pouvoir bien sûr réaliser nos ambitions. La Caisse régionale de refinancement hypothécaire, initiatrice de cette rencontre, entend étendre ses actions à d'autres pays pour davantage promouvoir le développement en Afrique. L'institution est soutenue dans sa mission par la Banque mondiale. Des logements décents pour les populations, eh bien les barreaux, c'est un droit. D'abord, les barreaux de l'espace UEMOA comptent bien défendre ce droit, les droits et les libertés en général dans l'Union. Réunie à Lomé depuis hier, eh bien c'est un premier congrès du genre des barreaux UEMOA qui appelle à une synergie d'action. Innocenti Anyama, Firmé Adjinari. Les avocats de l'espace de l'Union économique monétaire ouest-africaine resserrent leurs liens de travail et c'est à travers de nouveaux textes qui régissent l'ensemble des barreaux des pays membres de l'UEMOA. Ce premier congrès régional des avocats de l'UEMOA à Lomé coïncide avec la rentrée solennelle du barreau du Togo. Ces avocats veulent faire des barreaux de l'espace UEMOA une communauté de vie professionnelle forte et émergente. Nous voulons montrer où on était et là où nous sommes arrivés par le droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après nos États, nous voulons démontrer que, à travers la profession d'avocat, toutes les professions peuvent s'intégrer et permettre à notre espace d'être un espace économique commun, véritablement. Nos barreaux étaient des barreaux nationaux. Chaque barreau organisé par une loi de son pays. Aujourd'hui, tous les avocats sont régis par un même texte, qui n'est pas un texte national, mais un texte communautaire. Pendant 4 jours, les avocats définiront l'éthique et la déontologie qui doivent leur permettre de bien se conduire dans la défense de certains dossiers, notamment celui de blanchiment d'argent. La plupart des gros intérêts passent par les avocats. Tout investisseur arrivé dans un pays s'entoure d'avocats. À partir de ce moment, les avocats doivent être conscients que l'argent qui entre dans le pays peut parfaitement y entrer et servir son économie et éviter l'argent qui procède par contre du blanchiment et du financement du terrorisme parce que la sécurité de nos États est essentielle. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a exprimé son adhésion à ce premier congrès historique qui va contribuer à la promotion des libertés et droits des communautés. Cet événement d'une exceptionnelle portée juridique et professionnelle, mais aussi politique, marque pour les barreaux de l'espace communautaire UEMOA un bond en avant dans la recherche d'une intégration sous-régionale parfaite dans un contexte de mondialisation qui prend en compte tous les aspects de la vie socio-économique. Le Togo aura ainsi constitué le point de départ d'une redynamisation de la vie professionnelle
des barreaux de l'UEMOA, les discussions, des panels, la qualité des intervenants, le clin d'œil aux avocats non ressortissants de notre espace communautaire démontre à suffisance votre non-égocentrisme, caractérisé par votre esprit d'ouverture vers les autres. La rentrée régionale des barreaux des avocats intervient au moment où le barreau du Togo et celui de Colmar en France annoncent leurs 30 ans de jumelage. À l'étranger, la Chine est le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire. Un imposant défilé militaire marque la célébration. Vous allez le voir, c'est une véritable démonstration du génie militaire chinois. Regardez. Pour ce 70e anniversaire de la création de la Chine communiste, Pékin marche au pas. À Pékin ce matin, démonstration de force en fanfare, la scène armée de la plus grande armée du monde. 580 véhicules militaires, 160 avions, des drones, des missiles et 15 000 soldats unis comme un seul homme devant le maître du pays en costume Mao, Xi Jinping. Une journée de célébration en rouge parfaitement millimétrée. Rien ne saurait gâcher la fête de la Chine, devenue en 70 ans une superpuissance. Augustin Kossi est dans la foulée ce message de félicitations du président Faure Gnassingbé à son homologue chinois Xi Jinping et à l'ensemble du peuple chinois. La discipline, le sens de l'effort au prix desquels la Chine s'est construite constitue autant de valeurs qui inspirent notre marche dans notre pays, dans sa marche vers la prospérité, a tweeté le chef de l'État. Retour maintenant, le transport des armes justement d'un pays à un autre, ça respecte des règles, des dispositions contenues dans le traité sur le commerce des armes. Les juridictions nationales peuvent désormais en faire usage, mais comment? Eh bien, les discussions sont engagées à Lomé depuis ce matin. Les précisions, Gisèle Kozona, Komo Boyodé. Le transfert des armes en Afrique et ailleurs dans le monde, mal ou faiblement réglementé, un atout favorable à la fuite des armes qui sont aujourd'hui à l'origine de nombreux conflits et des cas de criminalité constatés. C'est donc un véritable défi qu'il faut relever. Il va falloir alors incorporer les dispositions du traité sur le commerce des armes dans les systèmes juridiques nationaux. Cette décision va permettre à coup sûr une bonne traçabilité. Les représentants de 13 pays francophones d'Afrique échangent en la matière. Pourquoi il faut réglementer le transfert des armes? C'est qu'on s'est rendu compte que des armes, lorsque la procédure de transfert n'est pas suivie, lorsque le contrôle n'est pas effectif, les armes qui sont destinées aux États se retrouvent dans les mains de la population civile. Aujourd'hui dans le monde, ce sont 14% du stock d'armes disponible dans le monde ne fait pas partie du stock militaire ou de sécurité. Ce sont les civils, ce sont les groupes rebelles, ce sont les terroristes qui détiennent ces armes. Et vous connaissez mieux que moi les conséquences de ce transfert non réglementé. Pour le ministre Yark Damham de la Sécurité, les États ont l'obligation d'œuvrer avec détermination pour établir des mécanismes robustes de mise en œuvre du traité sur le commerce des armes afin de réduire les souffrances des populations. Selon les estimations, 420 millions d'enfants dans le monde vivent dans les zones de conflit. Plus d'1 milliard de personnes vivent dans les régions touchées par les conflits ou la violence liée à la criminalité. Une situation engendrée par des armes détournées illégalement dans le cadre des transferts non maîtrisés. C'est un constat, je vous l'annoncer en titre, la santé, ça nous coûte souvent trop cher et du coup, beaucoup n'y ont pas accès, faute de moyens. Que faire donc pour faciliter l'accès aux soins pour tous? Eh bien, 5 pays de la sous-région, dont le Togo, engagent la discussion à Lomé. Aimé Alpha, Clarisse Aticlé.
Les dépenses en santé appauvrissent énormément les ménages et les rendent vulnérables. En effet, 12% de la population dépense 10% de leur budget pour les soins en santé. À Lomé, les experts en santé du Bénin, du Cameroun, de la Guinée, du Mali et du Togo vont travailler à la manière d'identifier les personnes à risque et les protéger. Une initiative de l'Organisation mondiale de la santé. Toute personne a le droit à la santé, donc a le droit à des services de santé de qualité, en quantité et de façon éthique. Et pour y arriver, il faut comprendre ceux-là qui sont dans le risque et les protéger. À partir des bases de données, identifier des indicateurs, former les gens à pouvoir suivre les tendances. Il y a donc nécessité de protéger les personnes vulnérables contre les dépenses catastrophiques dues aux soins de santé. Et cela passe par la couverture santé universelle. Le financement de la santé est un grand défi pour tous les systèmes de santé, particulièrement pour nos pays. Et il faudrait comprendre comment le financement se fait pour essayer de dégager des pistes et avoir des tendances de suivi des indicateurs du financement. La perspective est de mettre en place dans les pays des systèmes de santé solides et efficaces pour tous et ne laisser personne pour compte. C'est l'objectif de la couverture santé universelle qui veut faire bénéficier des soins à 2 milliards de personnes d'ici à 2030. Direction maintenant Kara, c'est la ruée sur place vers la nationalité. Plusieurs élèves sont concernés, surtout ceux des lycées. L'opération foraine, le récit de Nestor Mouzou. Le gouvernement togolais, à travers le ministère de la Justice, donne l'occasion aux élèves des lycées de se faire établir le certificat de nationalité togolaise. Une opération foraine est en cours à cet effet. Il s'agit de faire en sorte que les élèves, une fois leur baccalauréat en poche, disposent aussi de leur certificat de nationalité, document exigé à l'inscription à l'université. Cette opération foraine est ici à l'étape de la région de la Kara. Entre la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019, le ministère de la Justice a été sollicité pour organiser des séances foraines en vue d'établir des certificats de nationalité aux étudiants. Accéder à l'université sans certificat de nationalité fait réfléchir simplement. C'est pour cela que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, que nous remercions vivement, a pris sur lui d'organiser ces séances de collecte de demande de certificat de nationalité dans les lycées des chefs-lieux des 5 régions économiques que compte notre pays, ainsi que dans 3 lycées de Lomé et les universités de Lomé et de Kara. Et la réalisation de cette activité se fait grâce à l'appui financier de l'Union européenne à travers le programme d'appui au secteur de la justice. De telles opportunités sont rares. Il vaut mieux les saisir lorsqu'elles s'offrent. Beaucoup l'ont compris. Les dossiers que je viens de déposer, c'est pour établir une nationalité pour la petite soeur. Moi, personnellement, j'ai déjà une nationalité. Déjà, ayant ma nationalité, je suis quitte et j'ai pas peur d'aller à l'université. Donc, je suis là, j'attends juste le bac. Donc, il y a beaucoup d'ouverture pour une personne qui a sa nationalité. Cette pièce me donne d'opportunités pour l'accès de la continuité de mes études. Cette nationalité permet aussi à mes petits frères de pouvoir s'établir aussi des nationalités togolaises. La directrice du Sceau de la nationalité et de l'identité civile a promis que les bénéficiaires de cette opération foraine auront leurs documents au plus tard en mi-décembre. Elle a profité de l'opération, tout comme le préfet de la COSA, pour sensibiliser les élèves. Ils ont demandé à ceux-ci d'être assidus et d'apprendre leurs leçons pour réussir leurs études. Ils ont exhorté les filles à se méfier des garçons pour éviter d'être engrossés, pour ne pas être amenés à abandonner l'école. C'est une expérience. Certains élèves ici, vous allez le voir, en service de cobaye sur l'apprentissage. Objectif, améliorer la qualité de l'enseignement que donnent donc les résultats de cette expérience. L'évaluation, Sylvain Raboudjou.
De 2017 à 2018 et de 2018 à 2019, une enquête a été réalisée dans le secteur de l'éducation. Cette enquête porte sur le système d'enseignement dans les établissements pour mesurer le niveau d'acquisition des programmes auprès des élèves. À travers cette enquête, il révèle que les programmes doivent être revus en vue de redynamiser le secteur dans le contexte du PSE, plan sectoriel de l'éducation. Ceci pour améliorer significativement l'enseignement au Togo et surtout amener les acteurs à une éducation de qualité. Ça porte justement sur l'enseignement et les acquis scolaires. Nous avons évalué les enseignants en situation de classe. On est allé les voir comment ils fonctionnent, la qualité des enseignements et apprentissages. Parce que toutes les actions qui sont menées dans le système éducatif ont pour viser l'acquisition des compétences et des connaissances chez les élèves. C'est en tout cas les résultats de la dite enquête qui sont ici partagés entre les acteurs du secteur pédagogique, notamment inspecteurs, chefs d'inspection, conseillers pédagogiques et bien d'autres, dans la perspective d'évaluer les acquis pour repartir sur une nouvelle base, celle d'adopter de nouvelles approches pour offrir une éducation de qualité aux apprenants. Il sera question de s'approprier ces résultats et d'aller maintenant vers l'exploitation de ces résultats. Et en plus de cela, s'interroger soi-même sur ces principaux résultats. Chaque acteur doit pouvoir mettre en face de ces résultats ses réalités et creuser davantage pour identifier les actions les plus conséquentes à mener. L'atteinte de cet objectif nécessite donc un engagement individuel et collectif pour une participation active destinée à offrir et à améliorer la qualité de l'apprentissage dans le pays. Et ceux-ci ont bien travaillé l'année dernière à l'école. Ils sont récompensés à cette rentrée par des prix de meilleurs élèves. Une motivation de plus pour ces lauréats ici à Saint-Cassé. Un reportage de Tchassim Nabaga. La remise de prix aux meilleurs écoliers et élèves de la préfecture de Saint-Cassé a pris cette année des allures de célébration. Et pour cause. Au niveau du CPD, les 10 premières filles viennent de la préfecture de Saint-Cassé. Et sur le plan général, Saint-Cassé vient en deuxième position quant à ce qui concerne tous les résultats de tous les examens de cette année. Et ce n'est pas tout. Le taux de réussite au CEPD cette année est de 91,40% avec cette fille qui a obtenu 134 points sur 140. C'est la première fille, parmi les filles, c'est la première. Et je vous demande de l'acclamer très très fort. Et ce garçon qui a décroché son certificat avec 135 points sur 140. Au BEPC, les résultats sont aussi excellents avec un taux d'admission de 73,42% et des moyennes de 18,75 pour cette fille et 18,25 pour ce garçon. Au baccalauréat première partie, la préfecture s'est également illustrée avec un taux de réussite de 60,55%, largement au-delà de la moyenne nationale. Au baccalauréat deuxième partie, Saint-Cassé a réalisé un bon score avec un taux de réussite de 56,51%. Ceux qui ont le plus retenu l'attention ici, c'est Mademoiselle Kassim et son mandant qui a décroché son bac 2, série A4, à 16 ans avec une moyenne de 14,5 et Malika Yenzouli qui a réalisé le même exploit en série D avec une moyenne de 18,35. Pour en arriver là, je me suis vraiment donné à bosser. Vraiment, il faut beaucoup bosser, veiller pour essayer de avoir des objectifs et je crois que ça va aller. Ces prix, ça permet d'abord de remonter notre morale, ça renforce psychologiquement, ça nous donne courage à continuer sans qu'on ait soutenu dans notre travail. Je prends la parole au nom de tous les récipiendaires afin de remercier les cadres UNIR et les autorités de la préfecture de Saint-Cassé pour les efforts qu'ils fournissent à l'endroit des élèves chaque année.
Nous remercions également le chef de l'État, M. Faure-Essozimna Gnassingbé, pour sa politique éducative. Ces excellents résultats qui font la fierté et honorent toute la préfecture de Cinquancé sont vivement salués. C'est une source de motivation pour les apprenants et nous tenons sincèrement à dire merci. Merci au chef de l'État pour les efforts consentis dans le système éducatif. Les cadres du parti UNIR, Union pour la République de la préfecture de Cinquancé, au devant desquels le ministre Tchédé Issa Kampitine, sont désormais convaincus qu'ils ont fait le bon choix en initiant ces awards de l'excellence. Nous croyons que de telles actions vont permettre à nos fils, à nos petits frères de se battre pour être demain des cadres compétents, pour être demain ceux-là qui vont contribuer énormément au développement de la préfecture de Cinquancé. Il faut rendre grâce au chef de l'État parce que c'est parce qu'il y a la paix, c'est parce qu'il y a la sécurité que les élèves arrivent à fréquenter les classes sans crainte quelconque. L'autre temps fort de la 5e édition de cette journée des lauriers est ce bras tendu des cadres UNIR de Cinquancé aux élèves les plus démunis de la préfecture. Très reconnaissants aux cadres UNIR et au chef de l'État, les élèves et la jeunesse de Cinquancé ont exprimé de vive voix leur gratitude aux heureux donateurs. Je suis persuadée qu'éduquer les jeunes, c'est éduquer le monde. Et c'est ce que le parti UNIR est en train de faire pour garantir l'épanouissement de la jeunesse togolaise en général et de la population de Cinquancé en particulier. En dépit de ces belles performances, des défis restent encore à relever dans le domaine de la déperdition scolaire, surtout des jeunes filles. Les cadres UNIR de Cinquancé s'engagent à aller sur ce terrain afin de permettre aux filles de faire des études supérieures. Ce sacré coup de pouce, je vous l'annonçais dans le titre de l'ambassade des États-Unis à différentes communautés au Togo. 17 projets en tout vont être financés. L'accord de financement a été signé cet après-midi. Nous reviendrons sur le sujet dans nos prochaines éditions. Leur plume comme arme contre la corruption. Des journalistes viennent de lancer une association contre le phénomène Métocob. Eh bien, c'est son nom, Delphine Pignandi, Karine Orlando. Métocob, aux médias togolais contre la corruption et le blanchiment. Ce sont des journalistes constitués en association pour fédérer leur action pour la lutte contre ces fléaux qui portent atteinte à l'économie du pays. Parce que les récentes réformes entreprises par les autorités peinent à avoir leur impact, les médias publics et privés partent en guerre contre la corruption. Les membres du Métocob s'engagent dans la sensibilisation des populations sur cette maladie légendaire, la corruption. Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le plus souvent, il y a ce qu'on appelle rétention d'informations. Nous, les hommes des médias, notre rôle, c'est d'aller au-delà de ces barrières-là pour trouver les bonnes informations, qu'elles soient compromettantes ou pas, pour distiller dans la population. Nous avons compris qu'il était temps quand même, avec tout ce que Aplusia est en train de faire, que les médias aussi de leur côté fassent de telle sorte que en matière de lutte contre la corruption, nous apportions notre contribution dans cette lutte-là pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Il faut qu'on se forme pour qu'on soit à même d'aborder ces questions-là avec beaucoup plus d'efficacité, avec beaucoup plus de sérénité. C'est la première tâche pour notre association. Les Métocob se donnent également pour objectif de rendre visibles les actions du gouvernement togolais et ses partenaires visant à éradiquer la corruption et les infractions assimilées. Pour réussir sa mission, l'association travaillera étroitement avec les structures publiques, à savoir la Aplusia, l'OTR, la Saintif, entre autres. Et on va terminer donc sur cet ouvrage de Dr Kalib Yakubu Boukari, un ouvrage qui vient d'être publié, qui rassemble les outils nécessaires contre la corruption quelque part. L'objectif d'octroi de crédit au sein d'une institution financière, c'est le titre de l'ouvrage. Il nous est donc présenté par Issa Karuna et Komu Mboyode. Cet ouvrage de 114 pages est le résultat de plusieurs années d'expérience et d'expertise que l'auteur Khalid Yakubu Boukari met au service du monde bancaire et du public.
Un véritable antidote contre les risques que rencontrent ces acteurs dans l'octroi du crédit. L'accès au crédit est très difficile. C'était vraiment un devoir pour moi de mettre en place cet ouvrage qui parle du processus d'octroi du crédit dans une institution financière. Ce processus décrit un peu toutes les étapes amenant à ce que les membres du comité de crédit puissent donner un avis favorable. Quand les membres du comité de crédit doivent prendre une décision, elle est simple, tu viens prendre de l'argent. Est-ce que c'est sûr que tu vas nous rembourser? C'est l'éternelle question qu'on se pose quand on est en comité de crédit. Il suffit à n'importe quel lecteur de prendre cet ouvrage pour se rendre compte que donc c'est ceci, donc c'est cela, voilà ce sur quoi la banque se base pour me donner du crédit. Et vous allez voir que ce lecteur prendra le soin de répondre lui-même à un certain nombre de questions avant de venir à la banque exposer son problème. La pertinence de la problématique de l'ouvrage et la justesse du style sont ici appréciées. Les ménages ou toutes les structures ont des soucis de crédit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un crédit, si tu le prends et que tu as mal évalué le business ou ton portefeuille personnel avant de prendre le crédit, tu cours à la faillite. Les gens ont perdu leur maison, les gens ont perdu leurs biens parce qu'ils ont mal évalué le crédit. Donc, un ouvrage qui arrive sur le marché pour nous parler de crédit, comment structurer son crédit, quel type de crédit il faut prendre, quels sont les risques, qu'est-ce qu'il faut éviter en demandant un crédit à un banquier, nous ne pouvons que nous avancer et l'éditer. Cette œuvre développe toute une ingénierie, toute une didactique liée au processus d'octroi de crédit dans nos banques. Et vous savez que ces crédits octroyés ont toujours donné lieu à des contentieux. C'est parce qu'au départ, il manquait la pédagogie qu'il fallait pour accompagner le client dans le dépôt de dossier, dans le respect des étapes, dans toute la procédure conduisant à l'obtention de ce crédit. Et quand ce crédit est accordé, il va falloir appliquer une certaine sociologie des organisations pour permettre à l'individu d'en faire usage pour asseoir une économie pouvant assurer le développement de la société. Analyste financier et banquier de son État, Dr Khalid Boukari Yakoubou, à travers ce bréviaire, apporte ainsi sa touche dans la délivrance des clients de l'insolvabilité et les banquiers des soucis de choix de dossiers bancables dans le processus d'octroi du crédit. Et voilà, donc on en sait maintenant un peu plus sur le processus d'octroi du crédit. Beaucoup de questions à se poser. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez. Ce sera Dapan dans le Tône. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.